Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Pluviométrie, 16 millions d'hectares ont été bien arrosés au cours de l'hivernage 2022, a affirmé la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Éducation, réception de 50 nouvelles infrastructures scolaires à l'intérieur du pays pouvant accueillir plus de 30 000 élèves. Ballon d'or, le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium. Les superficies couvertes cette année par les précipitations pluviométriques au niveau national dépassent 16 millions d'hectares, évalués par les services techniques du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces zones arrosées ont augmenté, selon la ministre du département, de 5 millions par rapport à 2021, où ils étaient estimés à 11 millions d'hectares seulement, se trouvant par ailleurs au niveau de 7 wilayas du pays. Ibou Badian nous en dit plus. Et estimé en valeur à 40 milliards de gouillas sous forme d'unités d'aliments de bétail si l'on considère que chaque hectare produit 2500 unités, a affirmé la ministre Lalia Ali Camara. Elle a fait ces précisions à l'occasion de sa supervision à la wilaya du Haut El Garbi du lancement de la campagne nationale 2022-2023 pour la protection des pâturages contre les feux de brousse. Toujours en termes de chiffres, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a rappelé les dégâts causés par les feux de brousse estimés annuellement entre 50 000 et 300 000 hectares de pâturage au niveau de 7 wilayas agricoles, forestières et pastorales que sont les deux hordes, l'Assaba, le Guidimaka, le Gorgol, le Braknan et le Traza. Il en résulte une perte économique de l'ordre de 120 à 750 millions de gouillas nouvelles d'aliments de bétail à raison de 24 000 à 25 000 hectares, a souligné Madame la ministre. D'un coût financier total de 91 115 000 gouillas nouvelles, cette présente campagne vise à réduire autant que peu les zones incendiées, à sécuriser les réserves pastorales stratégiques de l'État et à préserver les écosystèmes, a-t-elle précisé. Elle permet également d'éviter les migrations transfrontalières pour les citoyens et donc préserver leur sécurité et limiter le recours à l'achat d'aliments de bétail sur le budget de l'État pendant la période de soudure. Lalia Camara a encore dit que ces objectifs seront atteints grâce à l'exécution ferme d'un plan de travail prévoyant une campagne de vulgarisation et de sensibilisation, la création d'un réseau de pare-feu de haute qualité et une intervention rapide et efficace de lutte contre les feux de brousse dès qu'ils interviennent. La ministre a ajouté que le programme de cette année prévoit l'entretien de 8 330 km de pare-feu et l'ouverture de 2 370 autres, dont l'ouverture de 200 km et la réhabilitation de 1930, notamment dans le Haut El Garbi. On estime à plus de 22 millions de têtes, selon les statistiques gouvernementales, la richesse animale de la Mauritanie, un chiffre qui s'accroît annuellement de 3,5%. Restons toujours dans le cadre de cette campagne contre les feux de brousse. Le Wali du Brakna a donné à partir du village de Kouaïta dans la Mogata Dalé que le coup d'envoi des opérations de réalisation de pré-feux dans la wilaya pour l'année 2022-2023. Ces pare-feux couvrent une superficie de 700 km², dont 600 protégés par des pare-feux anciens qui doivent être réhabilités et 100 nouveaux à réaliser. Le Wali a souligné la nécessité pour les citoyens de conjuguer leurs efforts pour protéger les pâturages car ils constituent une importante richesse nationale, d'autant plus que la destruction du couvercle végétal expose chaque année l'État et les citoyens à énormes pertes qui peuvent être évitées en protégeant les zones de pastorale des incendies. Il a souligné l'importance de la campagne parallèle de sensibilisation contre la destruction des ressources pastorales en vue d'une mobilisation globale contre les dangers de la dégradation de l'environnement.
Le gouvernement mauritanien a réceptionné lundi les clés de 50 nouvelles infrastructures scolaires à l'intérieur du pays pouvant accueillir plus de 30 000 élèves. Ces nouvelles infrastructures se composent de 479 salles de classe, des logements pour les directeurs d'établissements et les gardiens, en plus de dizaines d'indépendances prêtes à être mises en service après leur réception. Ces infrastructures se répartissent entre 11 wilayas, 9 à Haoud el-Sharqi, 5 au Haoud el-Karbi, 5 à Nasaba, 10 au Gorkul, 4 au Brakna, 8 au Traza, 2 à Nadra, 1 au Tagant, Dakhel Nouadhibou 2 et 1 à Nchiré. À cette occasion, le directeur de bâtiments et des équipements publics au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a dit que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des engagements du gouvernement, notamment dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il a révélé que les préparations sont en cours pour lancer dans les prochaines semaines les travaux pour la construction de plus de 100 nouvelles écoles à l'intérieur du pays d'une capacité de plus de 52 000 élèves, en plus de près de 500 classes à Nouakchott pouvant accueillir 30 000 élèves. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques publiques aussi, Victoria Nuland, a déclaré lundi que la Mauritanie est considérée depuis plus d'une décennie comme une oasis de stabilité dans la région du Sahel. Elle a salué le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ajoutant que le pays joue un rôle déterminant dans la consolidation de la sécurité régionale au Sahel. Nuland, qui effectue en Mauritanie son premier séjour d'une visite de la région du Sahel, a déclaré que les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie entièrement un partenariat de longue date, 62 ans dès le mois prochain, depuis que les USA ont été le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Mauritanie. Elle a remercié le peuple mauritanien pour son hospitalité pour plus de 80 000 réfugiés maliens contraints de fuir le pays à cause des violences et la persécution, saluant l'aide fournie par la Mauritanie à ces réfugiés, une preuve de la bonne volonté de nos citoyens. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé ce mardi un convoi national de sensibilisation aux lois contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination, sous le slogan « Ensemble pour préserver la dignité et les droits humains sous les règles de la loi ». La campagne de mois vise à accroître la sensibilisation sociale dans le domaine des droits de l'homme grâce à la mise en œuvre effective des lois criminalisant la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture et leurs conséquences. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme a déclaré que le succès du convoi repose sur les organisations de la société civile, soulignant que le convoi cherche à communiquer et à expliquer les lois contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la torture, la discrimination, plus grand nombre possible de citoyens dans toutes les régions. Le président du Forum des acteurs non étatiques a souligné l'importance de la campagne de sensibilisation sur les lois contre la traite des êtres humains, l'esclavage, et mettant en exergue le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre effective des lois contre les traites des êtres humains. Un atelier de formation sur le développement personnel et les techniques de recherche d'emploi a été organisé à Nouakchott au profit de 80 étudiants à l'Institut universitaire professionnel de filière logistique et transport. Cette formation rentre dans le cadre du projet FEDOP et est pilotée par la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Mauritanie. La Chambre de commerce joue un rôle dans l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes. Écoutons le responsable de la Chambre de commerce. Le rôle de la Chambre de commerce est aussi le rapprochement avec le secteur privé, parce que si on dit formation professionnelle, entrepreneuriat, on parle aussi du secteur privé qui est un employeur essentiel dans le tissu économique, ainsi qu'avec les bailleurs de fonds, parce que quand on parle de formation professionnelle et de l'entrepreneuriat, il faut aussi parler des bailleurs de fonds, parce que sans les bailleurs de fonds, on ne peut pas avoir ce type de projet aujourd'hui qui va permettre à 80 étudiants d'être formés sur des techniques essentielles pour leur avenir. En réalité, la Chambre de commerce est un partenaire historique des bailleurs de fonds en Mauritanie. Donc ça, c'est une conclusion très importante. Et on peut vous dire qu'aujourd'hui, actuellement, il y a une enveloppe de plus de 12 millions de dollars qui est actuellement en train d'être tout simplement consommée au bénéfice des jeunes et de la formation. Donc je peux citer par exemple Archipelago 1 et 2, je peux citer le Parej, dont je suis membre du comité d'exécution. C'est un projet financé par la BAD à la hauteur de 4 millions de dollars et c'est un projet d'appui à la résilience des entrepreneurs jeunes.
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique, une formation est en cours au profit des équipes de PNA et CDN sur la planification dans les politiques sectorielles. Cet atelier qui est inscrit dans le processus de formulation de PNA au changement climatique vise à corriger les insuffisances des acteurs sectoriels à moyen et long terme. Durant 4 jours, les experts et les participants échangeront sur les méthodes et outils dédiés à la planification et à l'adaptation au changement climatique. Écoutons l'un des experts. La Mauritanie, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, se situe au cœur des enjeux des changements climatiques à travers les impacts négatifs qu'elle subit et la difficulté de nos États à y répondre, altérant ainsi les capacités d'adaptation, d'atténuation et les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Face à l'urgence et à la gravité de cette situation, la Mauritanie, comme la plupart des pays ouest-africains et du Sahel, la Mauritanie donc met en œuvre plusieurs programmes et politiques d'adaptation, mais l'intégration du changement climatique dans les politiques, comme le disait tout à l'heure le coordinateur du PNA, l'intégration du changement climatique dans les politiques sectorielles constitue un défi majeur à relever. Par ailleurs, la capacité de nos pays à institutionnaliser l'adaptation au changement climatique reste difficile, malgré l'existence d'un cadre politique et institutionnel visant à traiter les questions de l'environnement, du développement durable et du changement climatique. Direction le Mali pour la page internationale de cette édition où 2 casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont été tués en 4 autres blessés lundi matin par un engin explosif improvisé à Teslati dans la région de Kidal dans le nord du pays. Dans un tweet, la mission onusienne a annoncé que 2 de ces casques bleus de la MINUSMA ont été tués ce 17 octobre lorsque leur véhicule a percuté un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de recherche et de détection des mines de Teslite, région de Kidal. Elle précise en outre que cet incident a également fait 4 blessés parmi les casques bleus, soulignant que depuis l'installation de la mission en 2013, les engins explosifs improvisés ont arraché la vie à 74 soldats onusiens. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, El Gassim Wana a exprimé dans un tweet toute sa compassion aux casques bleus déployés au Mali. La même source affirme que les engins explosifs improvisés sont l'une des graves menaces à laquelle font face les casques bleus. La MINUSMA compte, rappelons-le, plus de 15 000 hommes de différentes nationalités, dont 12 261 militaires et 1 718 policières déployés au Mali depuis le début des attaques des groupes armés en 2012. Au Sénégal, une session extraordinaire du comité des ministres de la séquence et l'ouverture lundi 17 octobre à Dakar, siège de l'Agence nationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui regroupe 17 pays du continent. Une réunion pour tenter de sortir des bras de fer avec plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Une greffe les 23 et 24 septembre dernier avait entraîné d'importantes perturbations dans le ciel africain. Les revendications de l'intra-syndicale portent notamment sur l'augmentation de la prime de contrôle ou encore le plan de carrière des contrôleurs. La grève avait été suspendue mais reste à résoudre la crise. Après une précédente session extraordinaire en visioconférence au mois d'août, les ministres chargés de transport aérien des pays membres ont le représentant ont fait le déplacement. La grève lancée par une partie des contrôleurs aériens est une question existentielle pour la SECNA. Une procuration majeure a reconnu le ministre nigérien des Transports, président en exercice du comité des ministres de l'agence. Il a ainsi appelé au retour de la sérénité sur le plan social. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est candidat à la présidentielle de 2025. Le secrétaire général de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, l'a annoncé lundi 17 octobre alors qu'il soufflait sa première bougie. Laurent Gbagbo lui en a profité pour revenir sur les problèmes qui touchent les Ivoiriens de cette période de crise et les dossiers des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Cela fait désormais plus de 3 mois qu'un contingent de soldats ivoiriens est détenu à Bamako, accusés par la junte d'être des mercenaires. Alors que le président Alassane Ouattara salue des progrès dans les négociations, la gestion de la crise suscite critiques et controverses au sein de la classe politique ivoirienne.
En Tunisie, l'affaire remonte à près de 3 semaines quand une embarcation de fortune transportant 17 jeunes de Zarzis, ville côtière du sud des Tunisiens, sombre au large des côtés. Les parents de ces jeunes qui ont sollicité à plusieurs reprises l'aide des autorités pour retrouver leurs enfants les accusent de négligence alors que celles-ci ont sollicité la participation de l'armée aux opérations de recherche. Ce mardi 18 octobre, une grève générale a été décrétée à Zarzis, à laquelle l'association et ONG ont porté le soutien. Selon le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens à Zarzis, l'État a accumulé les erreurs dans cette affaire. Terminons cette édition avec cette nouvelle sportive. Après Ludus George Weah, Ballon d'Or en 1995, aucun autre joueur africain n'est parvenu à monter sur le podium pour ce nouveau classement qui couronne le Français Karim Benzema. Le Sénégalais Sadio Mané s'offre la deuxième place. Récit Ibou Badiane. Acheté 32 millions d'euros par le Bayern Munich, Sadio Mané a débarqué en Allemagne l'été dernier après 6 saisons avec Liverpool. Mais c'est pour ses performances avec le club anglais qu'il est récompensé ce lundi 17 octobre. Lors de la saison 2020-2021 avec les Reds, Sadio Mané a marqué 23 buts et délivré 5 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Il a joué la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid et terminé à la 2e place du championnat derrière Manchester City. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal, il a aussi remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en début d'année pour sa 2e finale d'affilée, après s'être passé à côté du titre en 2019 en Égypte. Il est désigné par la Confédération africaine de football meilleur joueur de la compétition et inscrit le pénalty victorieux lors de la finale contre l'Égypte. Le natif de Bambali, resté au pied du podium du Ballon d'Or en 2019, a aussi permis la qualification des Lions de la Teranga pour le prochain mondial au Qatar. En juin, lors du premier match contre le Bénin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, comptant pour la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Mané marque 3 buts durant la rencontre, portant son total à 32 réalisations avec les Lions de la Teranga. Il dépasse ainsi Henri Camara qui détenait jusque-là le record de buts inscrits en sélection. Il bat l'Égypte de son ex-coéquipier Mohamed Salah en barrage. En 2022, il est comme en 2019 désigné une nouvelle fois meilleur joueur africain par la CAF. Ce n'est pas tout. Le footballeur sénégalais Sadio Mané a obtenu lundi le prix Socrate pour les œuvres caritatives, pour son rôle social et engagé dans son pays et sur le continent africain et dans le monde. Le footballeur sénégalais est désormais le premier footballeur à recevoir de prix réservés aux joueurs qui se mettent en évidence pour leur action caritative, un prix créé cette année et remis en même temps que le Ballon d'Or. Le footballeur sénégalais s'est fait distinguer ces dernières années pour les importants efforts déployés pour aider ses concitoyens à faire face à la pauvreté, pour avoir contribué à la construction d'un hôpital public, d'avoir versé des fonds pour aider des écoles et des familles pauvres dans son village natal, Bambali. Le joueur sénégalais a également fait don à la Commission nationale sénégalaise chargée de lutter contre le coronavirus. Dans sa déclaration faite lors de la cérémonie, Sadio Mané dit qu'il était gêné d'évoquer ce sujet, ajoutant que les actions faites le sont pour les fils de son pays afin d'améliorer leurs conditions de vie. Et ainsi s'achève cette édition-là. Pluviométrie, 16 millions d'hectares ont été bien arrosés au cours de l'hivernage 2022, a affirmé la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Éducation, réception de 50 nouvelles infrastructures scolaires à l'intérieur du pays pouvant accueillir plus de 30 000 élèves. Ballon d'Or, le Sénégalais Sadio Mané sur la 2e marche du podium. Merci d'avoir suivi avec nous cette édition. Je vous donne rendez-vous demain soir. Bonsoir.